Bonjour à tous, bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Avant de revenir sur le plan anti-pauvreté que vous avez présenté hier, on va parler des informations de la matinée. D'abord, la baisse du livret A, il devrait passer à 2%, même à 1,75%, alors qu'il est à 2,25% aujourd'hui, ça, en 2013. Vous confirmez cette information? Non, il n'y a absolument rien de décidé. Un journal a évoqué cela. Je rappellerai simplement que le livret A, vous savez, son niveau est recalculé chaque année le 1er août et le 1er février. Alors, la prochaine fois, ça sera donc 1er février. Sur quelle base? Sur la base de l'inflation constatée. Et si l'inflation baisse, le taux de rémunération du livret A baisse, mais pour l'épargnant, et cette épargne très populaire qui connaît un très fort succès, vous le savez, ça ne se traduit pas par une baisse de pouvoir d'achat puisque l'inflation baisse, mais la rémunération reste toujours favorable. Donc je ne connais pas encore le niveau de l'inflation lorsque nous serons amenés à calculer le taux de rémunération du livret A. Simplement, ce que je peux annoncer ce matin, c'est qu'au 1er octobre, le plafond du livret A a été augmenté de 25% et qui va l'être, là, fin d'année, début de l'année prochaine, également de 25%. Donc, comme convenu, 50% de plus, comme le livret de développement durable, qui a la même rémunération, a été également doublé. Donc c'est une épargne qui est très appréciée par les Français. Mais en tout cas, ce que vous dites ce matin, c'est qu'il n'y aura pas de perte, en tout état de cause, absolument pas. Pour le pouvoir d'achat du livret A. Non, ce que j'ai cru lire entre les lignes, c'est que le gouvernement aurait l'intention de dégrader la rémunération du livret A. Absolument ça, vous le démentez? Absolument, absolument. Le livret A est une épargne populaire, utile aux Français, utile aussi, je le rappelle, au financement du logement social. Et comme le logement social fait aussi partie des priorités pour lutter contre les inégalités sociales, le gouvernement a l'intention que soient construits année par année 150 000 logements sociaux supplémentaires qui correspondent à un besoin très important des Français. Autre nouvelle de la matinée, 1500 départs supplémentaires chez Peugeot, ça fait 11 200 en tout. Est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus? Écoutez, la seule chose dont j'ai connaissance, c'est le plan social envisagé par le groupe PSA qui fait l'objet actuellement d'une négociation et qui fait aussi l'objet d'expertises qui ont été commandées par les organisations syndicales. Je sais que les négociations avancent, et en particulier sur Aulnay, et j'espère que sur Aulnay, il y aura de nouvelles activités industrielles, comme cela a été promis par le président de PSA, avec des solutions pour tous les salariés. Il y a un problème qui, pour moi, est le plus grave et dont on parle moins, qui est celui de Rennes, le site de Rennes, où là, des annonces très importantes de suppression d'emplois sont envisagées. Moi, je souhaite que la négociation permette de réduire fortement ce nombre pour que des solutions soient trouvées, parce qu'il y a actuellement beaucoup d'angoisse chez les salariés. Il y a en France plusieurs régions qui sont touchées par des plans sociaux. Et c'est un sujet extrêmement sensible et le gouvernement y est attentif, mais en souhaitant aussi que dans les entreprises, le dialogue social pour trouver les solutions soit le plus intense possible. Autre entreprise en difficulté, Florange. Le Canard enchaîné de ce matin sort une note qui viendrait de Bercy et qui dit que finalement la nationalisation, c'était la bonne solution. Pourquoi vous ne l'avez pas retenue? D'abord, c'est totalement faux. Moi, je ne lis pas un bout de note, je lis toutes les notes. Et la nationalisation n'a pas été retenue, pas plus par le président de la République que le Premier ministre. Mais elle était préconisée par une note. Elle n'était pas préconisée par une note. Monsieur Sicard, il faut, quand on instruit un dossier aussi difficile, il faut tout étudier, tous les aspects. Aspect juridique, aspect financier. Ce dont je suis certain, c'est que si on avait utilisé la méthode non pas de la nationalisation, mais de l'expropriation, puisqu'il s'agissait de racheter une entreprise qui n'était pas en vente, c'est-à-dire l'activité de laminage, celle qui fonctionne aujourd'hui, où il n'y a pas de licenciement d'envisager du tout, où il y a besoin d'investissement. Et ça aurait coûté, je le répète et je le redis parce que j'ai déjà donné ce chiffre plusieurs fois, plus d'1 milliard d'euros aux contribuables. Pour quel résultat? Eh bien, nous avons obtenu un résultat. Puisque vous venez de me parler des plans sociaux, eh bien, il n'y aura pas de plans sociaux à Florange. Et ça, c'est très important, ça concerne 630 emplois. Il y aura des investissements à Florange, sur un site sidérurgique très important, de 180 millions d'euros. Et puis, il y aura la relance, parce qu'il était abandonné par Mittal, le projet d'avenir de production d'acier sans atteindre l'environnement, le fameux projet ULCOS, qui doit faire l'objet d'une nouvelle étude pour faire une proposition de financement à l'Union européenne. Vous savez, c'est ça que nous avons obtenu. Il faut revenir à l'essentiel.
quand je vois se multiplier partout en France des plans sociaux, des licenciements secs sans solution, quand le gouvernement peut dire, avec une autre méthode, sans que l'argent des contribuables ait été sollicité, on a fait reculer un grand groupe industriel qui emploie en France 20 000 salariés, c'est un résultat dont on devrait se féliciter. Alors, sur le plan anti-pauvreté, hausse du RSA, élargissement de la CMU, ça va coûter 2,5 milliards. Comment vous allez écoutez, est-ce que vous ne trouvez pas normal que dans un grand pays comme la France, on fasse reculer la pauvreté? La pauvreté, moi j'ai regardé les chiffres. Mais il faut trouver l'argent. Oui, il faut trouver l'argent. Mais enfin, l'argent, quand j'entends les niveaux de rémunération des dirigeants du CAC 40, je me dis qu'on a bien fait d'augmenter la fiscalité pour les hauts revenus. On a bien fait de mettre une taxe à 75% pour les revenus à 1 million d'euros, même si c'est transitoire, parce qu'on a besoin de solidarité dans notre pays. Il y a trop d'injustice, trop d'inégalités. Et donc ce plan pauvreté, ça concerne, je vous le rappelle, 8 500 000 personnes, dont 2 700 000 enfants. Est-ce que c'est acceptable dans un pays comme la France de continuer à voir la pauvreté augmenter? Parce que depuis 10 ans, et en particulier ces 5 dernières années, elle n'a cessé de croître. Et comment la pauvreté se développe? Parce qu'il y a des emplois précaires. Vous savez, les CDD, c'est la majorité des embauches aujourd'hui, 80%, ce sont des CDD. Contrats à durée déterminée. Et parmi ces 80%, 60% sont des contrats de moins d'un mois. Comment voulez-vous trouver un logement avec ça? Comment voulez-vous élever une famille? Est-ce qu'il faut faire reculer la précarité? Oui. C'est l'objet d'ailleurs de la négociation entre les partenaires sociaux. Est-ce qu'il faut faire reculer les inégalités et la pauvreté? Oui. Nous nous en donnons les moyens. Donc 2,5 milliards, ça sera le niveau à la fin du quinquennat, qui se traduit par des augmentations effectivement pour les familles les plus pauvres. Je vais prendre un exemple. La précarité énergétique, c'est-à-dire l'accès au gaz et à l'électricité. Aujourd'hui, les tarifs sociaux concernent 2 millions de personnes. La mesure que j'ai annoncée hier, 8 millions vont être concernés. C'est pas rien. Ceux qui veulent se soigner aujourd'hui, eh bien, ils seront 500 000 supplémentaires à bénéficier d'une couverture complémentaire. Parce que quand on n'a pas de couverture complémentaire, quand on ne peut pas se la payer, on se soigne mal. Quand on se soigne mal, on n'est pas en forme, on voit sa santé se dégrader et c'est plus difficile de se former, de retrouver du travail. Parce que l'objectif, c'est pas d'installer les gens en situation de pauvreté dans une assistance, c'est de les aider à se relever, à repartir. Et pour ça, il faut les accompagner. Ça a été tout le message d'hier que j'ai adressé à tous les partenaires de cette conférence sociale, reprendre le chemin de la dignité et de l'autonomie en donnant le coup de pouce nécessaire. Mais ces 2,5 milliards supplémentaires, est-ce que ça ne remet pas en cause la réduction des déficits? Vous voyez, vous revenez tout de suite à des discussions... c'est une de vos priorités, cette réduction. C'est une priorité qui sera tenue. Mais vous savez, je pense que le gouvernement fait des efforts très importants pour réduire les déficits, et c'est nécessaire, parce que plus vous empruntez, plus vous pénalisez le pays, plus vous pénalisez les générations futures, et la jeunesse, c'est quand même la priorité. Et puis, en même temps, nous faisons des économies. Et j'ai annoncé d'ailleurs, lorsque j'ai présenté le pacte de compétitivité pour la croissance et l'emploi, qu'il serait financé à la fois par une petite hausse de TVA, mais surtout par 10 milliards d'économies. Dans ces 10 milliards d'économies, il y a de quoi financer aussi le plan de lutte contre la pauvreté. Ce plan justement contre la pauvreté, est-ce que ça ne montre pas que le gouvernement se résout à se dire que cette pauvreté, elle s'installe pour longtemps? Non, mais il faut la réduire, je viens de le dire. Mais pour ça, il faut une politique globale et cohérente. Lorsque je parle de compétitivité pour les entreprises, j'ai annoncé le 6 novembre un plan. À la suite du rapport Gallois, vous vous souvenez, le rapport Gallois, c'est le diagnostic le plus sévère qu'on ait jamais fait depuis longtemps sur 10 ans de politique d'abandon d'ambition industrielle. Il faut renverser la tendance. C'est pour ça que le gouvernement a proposé la mise en place d'un crédit d'impôt pour les entreprises qui investissent et qui vont créer de l'emploi. Et puis en même temps, il y a toute une série d'autres mesures. Il y a 35 mesures pour réorganiser nos filières, pour monter en gamme, pour arrêter de perdre des parts de marché, pour arrêter de cette dérive de notre commerce extérieur déficitaire. Et ça, c'est un travail énorme qui est lié aussi à une politique de formation de base, mais aussi la formation professionnelle, d'investir dans l'innovation. Enfin, bref, ça, c'est un vaste chantier. Et si on fait ça, si la croissance repart, parce qu'il s'agit de cela, alors on fera monter évidemment les offres d'emploi et en même temps, on fera reculer les inégalités. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser ces 8 500 000 personnes sur le carreau, sur le bord du chemin, ou est-ce qu'on va les aider à repartir dans la vie? Cette croissance, vous la voyez repartir quand? Le chômage, il va s'inverser quand? L'objectif fixé par le président de la République, c'est la fin 2013. Ça demande énormément d'efforts.
Je viens de parler de compétitivité. Je viens de parler de lutte contre les inégalités, de réforme de notre système de formation. Mais c'est aussi lié à ce qui se passe en Europe. Et toute la bataille qui est menée par le président de la République pour que l'euro se stabilise, pour que la crise grecque soit résolue, ça participe aussi au retour de la croissance. Donc plus la situation en Europe sera stabilisée, plus les Européens se mettront d'accord pour des initiatives de croissance, comme nous l'avons déjà fait en juin dernier, et plus les efforts seront faits en France pour redresser notre économie, tout en assurant la justice et la solidarité, alors plus la croissance reviendra et plus le chômage commencera à reculer. C'est ça notre défi. Vous parliez tout à l'heure de la fiscalité des plus riches. Qu'est-ce que vous avez pensé du départ de Gérard Depardieu en Belgique ? Je trouve ça assez minable, si vous voulez. C'est une grande star. Tout le monde l'aime comme artiste. Mais se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque assez minable, quoi. Hein, et tout ça pour ne pas payer d'impôts ou pas en payer assez. Je pense que payer un impôt, je vais vous dire, c'est un acte, j'allais dire, de solidarité, un acte patriotique. Et quand on demande aux plus riches des Français, et il y en a quelques-uns, un effort supplémentaire, est-ce que c'est porter atteinte à leur dignité? Est-ce que c'est pas au contraire plutôt de la part de ceux qui seraient appelés à contribuer une forme d'appel à la solidarité, c'est-à-dire appel aux valeurs fondamentales qui unissent les Français? C'est-à-dire être français, c'est aimer son pays. Et c'est contribuer aussi à ce que son pays se redresse et à ce que dans le pays des valeurs de la République, eh bien, les inégalités reculent. Et justement, est-ce qu'il faut retirer la nationalité française à ces exilés fiscaux? Un député socialiste le propose. Oui, j'ai vu ça, mais vous savez, moi je fais plutôt appel à l'intelligence et au cœur des gens. Et je vais vous dire, ce comportement peu patriotique, il est quand même très minoritaire. Et il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui ont des moyens, et qui disent « je suis fier d'être français, j'aime mon pays, et moi ça ne me gêne pas de payer des impôts, j'y vois au contraire une marque de citoyenneté ». Ben moi je préfère ça, je préfère lancer cet appel à l'effort solidaire pour la France, plutôt que de chercher à mettre à nouveau sur le tapis une nouvelle loi. Et j'espère que ceux qui aiment leur pays, et c'est l'immense majorité des Français, comprendront ce message. Je suis même sûr qu'ils l'ont déjà entendu. D'un mot, vous partez tout à l'heure au Maroc. Il y a des contrats qui vont être signés, tramway notamment. C'est un voyage d'affaires? C'est un voyage d'abord politique, puisque vous savez que le Maroc, c'était un des pays très proches de la France, ami de la France depuis longtemps. Le premier chef d'État à rendre visite au président de la République, François Hollande, c'était le roi Mohamed VI, que je vais rencontrer. Nous allons inaugurer le tramway ensemble. Et puis, il y a effectivement des échanges économiques très intenses, de part et d'autre de la Méditerranée, et dans les deux sens d'ailleurs, plutôt bénéfiques aux entreprises françaises. Et là, c'est une entreprise française, Alstom, qui a construit avec d'autres entreprises ce tramway, et puis qui va être géré par une entreprise française, la RATP Développement. Donc, vous savez, je parlais de conquête de nouveaux marchés, de nouveaux investissements pour créer de nouveaux emplois, pas seulement étrangers, mais aussi en France. Ça en fait partie. Mais au-delà de ça, je pense que j'y vais pour célébrer l'amitié franco-marocaine et puis dire aussi que la France, le président de la République sera bientôt en Algérie, a une politique de la Méditerranée pour les deux rives, côté français et côté Maghreb. Avec la Tunisie aussi, bien sûr. Merci Jean-Marc Ayrault. William, c'est à vous. Le Premier ministre, merci de votre visite. Roland, à demain.